Et donc demain c'est le grand départ, on emmène ce chien aux États-Unis. Donc en fait j'avais programmé le live et puis je me suis dit mince, est-ce que je vais arriver à tout faire parce qu'il faut tout préparer avant. Et du coup bon bah si on maintient, on va tout arriver à faire notre petit live et également finir notre préparation parce que demain matin, très tôt, on prend l'avion direction Chicago. Un long périple. Un long périple. À chaque fois, il y a 3 heures de route pour aller à l'aéroport. S'il n'y a pas de bouchon, il faut arriver 3 heures avant. La compagnie nous invente toujours des nouveaux règlements. Enfin bref, ouais. Après, on arrive à Chicago, donc vous avez un vol de plus de 9 heures. De Chicago pour aller à Indianapolis, j'ai 5 heures de route en voiture. Enfin, en général, ce genre de voyage, c'est 20 heures non-stop, 20-24 heures pour moi non-stop, quoi. Donc, autant être en forme, mais ça tombe bien, puisqu'on est ensemble, puisqu'on est entre passionnés, c'est donc l'occasion de me booster, les amis. Alors, pour aujourd'hui, alors bien entendu, j'ai oublié de vous le dire, mais à tout moment, les amis, vous pouvez me solliciter par des petites questions, soit par rapport au sujet dont je traite, ou si vous avez des questions qui vous viennent, je vais essayer en direct de vous répondre. Sinon, depuis la dernière fois, j'avais noté quelques petites questions que vous m'avez sollicitées les uns et les autres. Et en fait, ressort 2 thématiques, une en élevage et une par rapport à la compétition. L'élevage, ça concerne les chiennes, est-ce qu'elles travaillent ou pas, et le fait d'être triste de laisser partir son chien, en fait. Bah oui, parce que quand on est éleveur, ils sont tous à la maison, ils sont tous avec nous, et puis à un moment donné, ils doivent s'en aller. Alors, pour vivre leurs aventures avec leurs futurs propriétaires, mais c'est vrai que du coup, on peut se dire, bah mince, est-ce qu'on est triste et tout. Donc du coup, je fais déjà un petit stop. J'ai tic 324 qui me dit « Hello, tu as une technique pour des bergers allemands qui chouinent en concours. En OB, c'est compliqué. » C'est vrai que couiner déjà, j'ai remarqué, c'était souvent les bergers allemands. On l'a beaucoup moins chez le berger belge en fait. Non, disons que je pense que couiner, c'est l'envie, c'est l'impatience. Donc, soit ça manque de... alors attendez, parce que du coup je ne m'étais pas préparé à cette question-là. Il faut que j'essaye d'être assez cohérent quand je vous parle. Et puis surtout de rassembler toutes mes idées. Du coup, le chien qui couine, c'est comme un peu un chien qui aboie en fait. Aboyer, c'est réclamer, couiner, c'est réclamer. Donc généralement, ce que vous observez en concours, alors vous, par exemple, ça a l'air d'être de l'obéissance, mais nous, ça peut être sur les parties, enfin ça peut être en ring ou en mondiaux. Souvent, c'est d'impatience, ils piaffent parce qu'ils ont envie. Donc, quand ils couinent comme ça, c'est qu'ils demandent, c'est qu'ils débordent d'énergie et qu'ils ont envie, C'est peut-être un petit peu perturbant. Je ne sais pas si pour vous, c'est pénalisant d'un point de vue score. Je pense surtout que c'est un petit peu de, je vais pas dire de l'ennui, mais je pense que ça nécessite un petit peu plus d'implication de la part du chien dans l'exercice. C'est-à-dire que bien souvent un exercice, ou même lorsque l'on travaille l'animal, il faut être plutôt intense sur la concentration, mais sur un temps très court. Et parce qu'il est concentré à effectuer ses exercices ou son exercice, eh ben, il n'est pas là à chouiner, à réclamer, à demander en fait. On observe aussi sur des chiens qui sont des fois distraits. Vous avez des chiens qui chouinent, qui aboient, mais vous en avez d'autres qui sont distraits, qui regardent sur la touche, qu'est-ce qui se passe. C'est soit parce qu'ils ont pris l'habitude qu'il y avait des temps morts pendant vos exercices, ou soit tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'intensité et d'implication de votre part sur le fait de faire un exercice. Je ne sais pas si je me fais trop comprendre.
Mais comme bien souvent, il n'y a pas d'astuce miracle pour tel ou tel problème, bien souvent, ce qui est important, c'est de contourner le problème. Souvent, c'est une conséquence à une cause. Il faut déterminer la cause, en fait. Donc, je reviens sur mon petit sommaire. Je vous avais dit l'élevage, du coup, avec les chiennes qui travaillent. Et est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on est triste quand un chiot s'en va ou un chien? Et par rapport à la compétition, j'avais deux questions. Il y en avait une qui concernait le bâton. Vous savez, en ring français, nous avons un bâton qui est à l'origine là pour tester le courage de l'animal. Et il y avait des questions intéressantes qui méritent d'être traitées à mon avis. Et on va parler du saut en longueur, que l'on nomme aussi fossé, puisqu'autrefois c'était en ring réellement un trou. C'était un trou et le chien devait sauter. Et petit à petit, ça s'est transformé en un véritable agrès avec des barres, une clé. Et en fait, on appelle ça maintenant le saut en longueur. Mais à l'origine, c'était un fossé. Donc c'est pour ça que des fois, pour certaines personnes, vous pouvez encore entendre ce mot-là, le saut du fossé. Mais on voit que des barres parce que oui, à l'époque, c'était un trou. Tout simplement. Donc on va traiter de cette question-là parce que j'avais eu plusieurs questions concernant ça. Je reviens sur le petit sujet pénalisant. Elle perd ses moyens, marche au pied, saute sur le dos. Oui. Gérer Alors, est-ce que tu as des techniques pour gérer la concentration? C'est pas qu'il y a des techniques, c'est qu'il y a une façon de travailler. Et comme je vous ai dit, la façon de travailler, à mon sens, c'est rendre intense l'exercice. Intense parce que vous le sollicitez et il n'y a que ça qui compte. Il faut créer la motivation, créer cette atmosphère où l'animal doit être totalement engagé et focus sur ce qu'il a à produire. Mais par contre, il faut que le temps soit très court. Et dès que c'est fini, tac, il faut arrêter, fini. Il faut alterner des phases de concentration pure et des phases de décontraction. Il n'y a que comme ça que vous arriverez petit à petit à avoir un animal de plus en plus concentré. Après, je ne peux pas aller au-delà, c'est juste de la parole. Le travail d'un chien, c'est quand même beaucoup de la pratique. Je peux juste vous donner des pistes comme ça, quoi. Alors, je reviens sur l'élevage, avant d'être interrompu. J'avais un message donc par rapport aux chiennes. J'ai quelqu'un qui me dit pourquoi les éleveurs font de leurs femelles de reproduction avec des chiens non brevetés de travail, alors que dans le temps, ils avaient au moins leur brevet. Bon. C'était Alain qui m'avait posé la question. C'était pas forcément super bien formulé, mais je pense que j'ai saisi le sens. En fait, c'était en gros, la femelle reproductrice doit-elle travailler? Donc là, on parle d'un animal sélectionné pour le travail. Est-ce que c'est important que la chienne travaille lorsque c'est une reproductrice? Donc nous parlons donc du malinois de travail, mais d'autres races de travail, bien sûr, chacun dans ses disciplines et dans ses modes de sélection. Oui et non. Ce n'est pas obligé de... En fait, si vous voulez, il ne faut pas confondre un titre de travail et les aptitudes et la capacité à travailler. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que qu'est-ce qu'un chiot? Un chiot, c'est ni plus ni moins que le résultat d'une construction génétique. Parce que le chiot, ce n'est que de l'inné. Le travail qui est fourni sur les parents, quand je dis le travail, c'est le fait d'exercer une activité plus ou moins à haut niveau ou de recevoir des titres, c'est de l'acquis. Mais l'acquis, c'est issu du dressage, de l'expérience, mais ça ne se transmet pas forcément directement dans les gènes. Donc, que l'animal, mâle ou femelle, reproducteur, ait des titres, c'est pas parce qu'il a des titres que le chiot
sait travailler ou va être bon au travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, oui, c'est important que les animaux aient un minimum de travail parce qu'en fait, si vous voulez que le chien, si vous voulez vous assurer d'un minimum de capacité et d'aptitude des animaux reproducteurs, forcément, si le mâle et la femelle ne font aucune activité, c'est difficile de déceler comme ça, lorsqu'il est couché sur son canapé et qu'il fait dodo. Ah, lui, c'est un super chien. Non, ça, c'est dans les films, hein, que ce sont des super chiens qui sont capables de tout faire. Pour le savoir réellement, il faut pratiquer au quotidien. Donc, c'est une possibilité de sélectionner les meilleurs chiens en vue de reproduire les meilleurs chiots. Vous savez, c'est un petit peu comme ça le mode de sélection. Lorsque l'on a un objectif à atteindre, de génération en génération, on essaye d'avoir toujours les meilleurs sujets possibles et effectivement, d'exercer une activité avec son animal permet de vérifier des aptitudes. Mais les aptitudes au travail ne sont pas forcément des résultats ou des titres de travail. Donc, est-ce qu'il faut que la chienne soit brevetée travail ou pas, ou qu'elle ait des titres de travail ou pas? À mon sens, ce n'est... Je comprends que pour la personne qui recherche un chiot, c'est intéressant, puisque ça lui donne... alors non, le malinois, je coupe vite fait, le malinois noir n'est pas reconnu. Non, non. Le Rwanda à la poil court ou le malinois noir, non, ce n'est pas reconnu. Voilà, je répondais vite fait. Donc, les aptitudes se vérifient parce qu'on exerce une activité avec un chien. Je comprends, c'est ce que je voulais... voilà, je reviens sur mon propos, pardon. Je pars un peu dans tous les sens aujourd'hui. Hein. Ouais, je suis déjà dans mon voyage, en fait. Si vous voulez, pour l'utilisateur, c'est sûr que de savoir que les parents travaillent, pour lui, ça le rassure sur le fait d'acquérir un chiot. Et que lorsque l'on n'a aucune connaissance du milieu, aucune connaissance sur les origines, aucune connaissance sur l'éleveur vers qui on s'adresse, c'est vrai qu'on peut se dire, ah bah s'il y a des titres, c'est toujours une garantie, entre guillemets. Mais en fait, ce n'est que du marketing. Ce n'est que du marketing. Vous savez, les titres en soi, être champion ou pas champion, c'est quoi? C'est des fois parce que le maître, il s'est trompé dans un commandement. Alors, est-ce que ça sélectionne les bons chiens? Oui, non. Je comprends que le fait que l'animal ait des titres et, on va dire, un certain niveau, ça rassure les futurs acquéreurs de chiots, ça je le comprends, mais bien souvent c'est plus utilisé à titre marketing que réellement efficace. Lorsque l'on est sur des vraies constructions génétiques et des vraies lignées, je pense que c'est ça que les futurs acquéreurs devraient regarder, c'est la construction génétique des chiens. En revanche, c'est le rôle de l'éleveur de vérifier les aptitudes des reproducteurs. Un mâle, qu'est-ce qu'il apporte à ses chiots? Un mâle, il n'apporte que son potentiel génétique. 50% de son pouvoir génétique, il l'apporte. Rien d'autre. Rien d'autre que de la génétique. Il donne 50% de son pool génétique et il se casse. C'est tout ce qu'apporte le mâle. Donc, effectivement, le fait qu'il soit en compétition et tout, c'est intéressant. Notamment, pour moi, je recommande quand même l'utilisation de chiens qui ont les facultés d'aller en échelon 3. Donc là, je m'adresse bien sûr par rapport aux malinois de travail. Pourquoi je parle d'échelon 3? Tout simplement parce que vous avez les maximums dans les sauts. Les sauts sont vraiment des outils de sélection et de performance sur les capacités athlétiques de l'animal. Ensuite, vous avez deux exercices qui, à mon sens, et ça, peu importe la discipline, qu'on soit en campagne, mondiaux, ring, il y a deux exercices qui font la différence en termes de sélection, c'est l'attaque arrêtée. Et oui, l'attaque arrêtée. Parce que c'est bien beau d'y aller,
Mais il faut aussi savoir, lorsqu'on nous a appris à revenir avant d'aller à l'attaque, être capable d'y retourner. Ça, c'est très très difficile. Et en plus, il y a la fameuse garde d'objet qui, elle aussi, vérifie énormément d'aptitudes chez l'animal. Alors, au-delà du score, lorsque l'on regarde un chien sur son programme, c'est ça, c'est de voir un petit peu, tiens, quand on regarde les sauts, est-ce que c'est un sauteur? Est-ce qu'il fait ça aisément? Est-ce qu'il... Vous voyez, on peut voir l'animal après qu'il perde des points, etc. parce que le conducteur n'est pas droit, il a bougé, il a fait hop comme ça, ou le chien a légèrement touché. Ça, c'est du blabla de compétition. Ça n'a aucune incidence sur les chiots, vous comprenez? Pareil sur l'arrêté, sur le mordant, sur différents critères. Oui, c'est intéressant. Mais, je vous le rappelle donc, le mâle n'apporte que 50% de sa génétique. Et c'est tout. En revanche, la femelle, qui elle aussi amène 50% de son pool génétique, hein, vous le savez bien, le chiot c'est 50-50 du mâle et de la femelle pour la génétique. En revanche, elle porte in utero ses bébés. In utero. Mais aussi après, avec l'élèvement, avec l'allaitement. Oui, lait de sable, c'est chez moi. C'est moi, lait de sable, oui. Merci, Nato. Mais justement, avec l'allaitement, plus le démarrage un petit peu d'une communication intra-spécifique et tout ce relationnel qu'elle a avec ses chiots, ça veut dire qu'elle a une phase d'éducation des chiots. Alors, je vous pose la question, est-ce que le fait qu'elle sache faire une marche au pied, elle va l'apprendre aux chiots? Non. Non. En revanche, si vous avez une chienne qui est à l'aise, si vous avez une chienne qui est sûre d'elle, qui n'a peur de rien, la bonne mémère qui, vous voyez, qui est franco, qui est bien, qui est sûre d'elle, confiante et tout, il y a de fortes chances que toutes ces ondes positives, elle les transmette à ses chiots. Elle voit des humains, elle adore les humains, elle n'est pas en stress. Les chiots, soit par ressenti, soit par mimétisme, aimeront l'humain, auront confiance. Si vous avez des chiennes stressées, un petit peu paniquées, etc., forcément, elles communiquent, elles véhiculent cette part de stress à leurs chiots. Alors, je parle de l'humain, mais c'est vrai sur l'environnement. On avait traité une autre fois la peur de l'orage. Plein d'événements comme ça, en fait, sont totalement liés avec le comportement de la maman. Donc, si vous voulez, le titre en soi, je reviens à la question, le titre en soi, est-ce qu'il faut que la chienne soit brevetée ou pas pour l'utiliser? Pour moi, un titre ne vaut rien. Par contre, c'est quand même du rôle de l'éleveur de s'assurer de la qualité et des aptitudes de sa chienne. Pour moi, la chienne doit exercer des activités pour que l'on s'assure de tout son potentiel, mais surtout, il faut qu'elle soit le plus à l'aise possible en toutes circonstances. Donc, c'était un petit peu le sujet dont c'était un petit peu la conclusion, si vous voulez. Les titres en soi, on s'en fiche, mais ce qui est vrai, c'est que la base de l'élevage, les fondamentaux, enfin la base, pardon. Oui, la base, c'est la chienne, pas le mâle. Ça, c'est du vent. Celle qui fait tout, c'est la mère. Quand vous construisez un élevage, vous construisez tout sur les femelles. Les femelles, c'est ce qu'il y a de plus important en élevage. La femelle, sa construction génétique derrière. Et après, c'est que du vent. Une bonne femelle, c'est le plus important en élevage. Et vous construisez à partir de ça. Alors ensuite, donc la deuxième question concernant l'élevage. Bonjour Teddy. La deuxième question concernant l'élevage, c'était en fait, Estelle, tu m'avais mise... Ah ben justement, Torino que j'emmène, c'était concernant le fait que j'avais dit que Torino partait aux USA, donc demain. Elle m'avait marqué « Ah, heureuse de l'apprendre, longue et belle vie à Torino, et je pense à vous aussi, Fabrice, qui en développant une telle complicité avec vos Malinois, doit ressentir un pincement au cœur lors de leur départ. » C'est une très bonne question et on me la pose souvent en fait. Est-ce que l'on est triste de voir partir ces chiens, ces chiots? Eh bien, oui et non. Non, je ne suis pas triste. Pas parce que je suis insensible, loin de là, je suis même très sensible,
mais par contre, c'est inscrit dès le début que les chiots que je fais naître, que nous faisons naître à l'élevage avec mon équipe, et nous y passons du temps, c'est dans le but qu'ils aient une vie avec leur maître. Et en fait, on n'est pas triste de les voir partir parce que nous, notre but, c'est de rencontrer en face de nous des gens qui ont un projet et nous sommes heureux que l'animal que nous avons produit permette aux futurs maîtres de pouvoir s'éclater dans leur projet avec ce futur partenaire. Donc en fait, honnêtement, les chiots, je ne vais pas dire que ça me fait ni chaud ni froid, mais pour moi, ma joie, elle est là en fait. Ma joie, elle est un peu comme moi quand j'ai démarré, c'était... je suis tellement content de voir les gens avoir leurs chiots et d'avoir plein de projets avec, des aventures, et puis par la suite, nous les suivons en compétition, ou même des chiens des fois qui vivent en famille. Les gens nous donnent des nouvelles, etc. Donc en fait, le lien n'est jamais réellement perdu, et en plus, c'est inscrit dès le départ. En revanche, c'est un petit peu plus difficile, je l'accorde, lorsque nous nous sommes attachés avec un animal, comme par exemple le cas de Torino dont parle Estelle, parce que c'est un chien que nous avons travaillé pendant 8 mois. Donc en fait, parce qu'il va avoir 10-11 mois là, donc, au moment où nous partons, donc c'est vrai que l'activité et le travail créent cette relation que nous avons avec l'animal, crée un lien qui, je l'accorde, est un petit peu plus... c'est un petit peu plus difficile dans ce cas-là. C'est un peu plus difficile parce que c'est vrai que quand vous avez eu le chien chez vous, que les enfants y sont attachés, et puis même tous les jours nous travaillons avec, donc je veux dire, il y a quand même une complicité qui se crée, même... Bonjour Loïc. Même si nous savons que l'animal va être bien, d'autant que là, alors je vais essayer, je ne le garantis pas, mais si Julie c'est mon amie aux États-Unis qui forme les policiers, si elle m'autorise, je vais essayer de filmer un petit peu. Je sais pas trop comment que ça va se passer, puis surtout les autorisations, parce que c'est assez sensible par rapport à la diffusion de ce genre d'informations, mais je vais essayer de vous montrer les coulisses, soit des formations des chiens de police ou des shérifs. Shérif, ça correspond un peu à gendarme pour nous. Je vais voir comment que c'est possible. Et puis surtout, vous verrez comment les animaux sont super bien traités. C'est vraiment top. Je vais vous dire, ils ont une vie de rêve. Donc je suis content c'est là où je veux en dire. Je suis content pour Torino parce qu'il va avoir une vie de rêve. Il va avoir un maître dédié à lui. Ils ont du super matos. Ils sont super bien traités. Je vais vous dire, il y a très peu d'endroits où le moindre petit bobo, le petit truc, c'est limite ils achètent une clinique, quoi. C'est comme un sketch. Ah, il nous y fait mal, achète-moi une clinique. Non, mais c'est vrai. Vraiment, ils sont vraiment au grand soin sur l'animal. Je sais qu'il va avoir une vie de rêve. En plus, là-bas, ils travaillent tous les jours. Ils ont une activité, ils ont des entraînements vraiment super bien. En plus, avec des méthodes pédagogiques très intéressantes. Mais bon, c'est vrai que, je l'avoue, ça fait un petit pincement au cœur. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vous dire par rapport à l'élevage. C'était les deux questions que j'avais eues. Je ne sais pas si parmi vous avez là pour le moment des questions liées à l'élevage. Sinon, je vais passer à la rubrique. Je vais passer plutôt au thème compétition ensuite. Je défile un petit peu l'écran. Yoni, faites-vous du ring? Un petit peu. Ouais, j'ai mis... vous avez vu? J'ai mis un petit peu... Non, c'est pour faire joli en fond. Quoi qu'il y a le néon au-dessus, là, c'est dégueulasse. Oui, je fais un petit peu de ring, un peu de mondiaux depuis quelques décennies. Ouais. Le chien doit tracer sa génétique. Le chien, il trace rien du tout. Il va pas tracer de traits, il va rien tracer. Je me permets juste ce petit trait d'humour tout simplement parce que ce n'est pas le chien qui trace sa génétique. C'est la construction d'un éleveur à partir d'origines bien particulières
qui lui crée une génétique. Le chien, il donne que son propre patrimoine, rien de plus. Mais vous savez, s'il rencontre pas... Le tout, c'est pas d'avoir un chien avec une bonne génétique, il faut le marier avec la bonne femelle. Déjà, c'est avoir avoir deux génétiques qui puissent se marier. Et puis, vous savez, en plus, le pool génétique, il est, je peux dire explosé, mais c'est vraiment un petit peu, c'est pas de la loterie justement lié à la sélection, mais le fait que le patrimoine génétique de chacun soit divisé en deux, mais de façon non, je vais pas dire harmonieuse, mais on peut pas vraiment savoir quelle part de gène va passer et pas l'autre, etc. C'est pas le chien tout seul qui trace ou qui trace pas. Cette mentalité-là, elle est plus liée, on le retrouve plus vers le domaine équin, chez les chevaux, où on parle de l'étalon inséminateur et c'est parti, ou même des fois chez les bovins, il y a un étalon, ou un taureau, et il insémine tout le troupeau, et puis voilà, les femelles ne sont que des matrices pour recevoir la semence de l'étalon. Je pense que l'on fait fausse route si on parle du malinois. Le malinois n'a pas été conçu comme ça, mais surtout la construction génétique, alors si on parle que de génétique et pas d'acquis, si on parle de la construction génétique, pour moi, déjà il y a autant chez la femelle, et en plus il faut s'assurer que les deux se réunissent. Donc non, le chien doit tracer sa génétique, ça je cautionne pas trop. C'est un point de vue personnel, c'est comme beaucoup de choses. Mais bon, mon expérience me montre que le fameux étalon qui trace partout, tant mieux s'il existe. Ça doit exister de toute façon, tout existe. Mais moi, j'y crois pas trop. Moi, je crois plus à la construction au long terme et à la vision, à la perspective. Qu'est-ce que l'on veut dans 4, 5, 6, 7 générations? Moi, je cherche pas un chien qui sort des chiots, puis ça y est, c'est fini. C'est pas ça, éleveur. Éleveur, c'est construire pour le futur. Donc, oui, quand on se retourne, qu'est-ce que vous avez construit? Pas grand-chose. Les anciens ont construit, ils nous ont légué des trucs, et maintenant, on construit rien, c'est banzai. Bref, ça c'est autre chose. Je reviens dans la liste. Organises-tu un concours chez toi bientôt? On va pas avoir le choix si on veut avoir notre renouvellement de licence. Donc, les copains du club vont certainement en organiser un l'année prochaine, oui. Je ne sais pas encore si c'est ring mondiaux. Bonjour, est-il déconseillé de faire trop tôt... Bonjour, est-il déconseillé... Alors, c'est Walid. Bonjour, est-il déconseillé de faire trop tôt l'obéissance à un malou de 6 mois au risque de lui casser son caractère? Merci. Ça dépend. Est-ce que si vous emmenez votre enfant de 3 ans à la maternelle, vous avez peur de lui casser son caractère? Vous voyez, c'est un petit peu le même principe. Je pense que votre question est mal tournée. J'aurais plutôt tendance à dire que l'on adapte sa pédagogie, le mode d'apprentissage, en fonction de l'âge de l'animal. Déjà, dans votre question, vous avez déjà donné la réponse. Est-il déconseillé de faire trop? Oui, c'est déconseillé de faire trop. C'est jamais bon de faire trop. Donc, non, on peut pratiquer de l'obéissance. Tout dépend déjà de ce que l'on veut faire. Effectivement, lorsque l'on se dirige vers des activités... Il y a une espèce de bestiole qui vole. Si on se dirige vers des activités de dressage qui incluent une partie mordante dans nos sports comme le ring, le monde du ring, il faut quand même sous-peser le pour et le contre de faire de manière un petit peu trop régulière de l'obéissance pure, et notamment ceux qui pratiquent des méthodes plutôt traditionnelles, parce que ça crée une pression psychologique sur l'animal. C'est comme une charge. Donc vous le fatiguez physiquement, vous le fatiguez intellectuellement, et en plus, il a une petite pression. Donc si vous êtes en train en même temps de construire des exercices de mordant, ça peut faire de trop. Donc si vous avez des activités de mordant sportif et que vous êtes en construction d'exercices,
peut-être alléger votre programme d'obéissance ou rester peut-être juste sur des choses plus ludiques. Je sais pas, moi, faites des petits en avant, travaillez des positions sur des méthodes naturelles ou au clicker, des choses comme ça, quoi, tout simplement. Bon, en tout cas, c'était pas une question élevage, hein. J'avais dit plutôt élevage là, avant de passer justement. Bah ouais, Walid, vous marquez futur chien d'intervention, donc comment dire. Oh, bah, excusez-moi, je sais pas que. Bon, voilà, un truc qui marchait plus ou moins bien. Futur chien d'intervention. Donc ça veut dire le plus important, c'est qu'il intervienne plus que l'obéissance. L'obéissance pourra être faite progressivement. Travaillez d'abord les missions principales que vous souhaitez avoir avec votre chien. Toujours. On travaille toujours. Quel est le plus important dans son activité avec le chien? C'est la chose qu'on travaille en premier. En premier, on travaille ce qui est le plus important pour le chien. Et ensuite, on fait le reste. Tout simplement. Alors, je continue mon programme, ma rubrique dressage, compétition. Alors, j'avais une question très intéressante. Elle est un petit peu longue, mais je vais quand même la lire. Elle concernait le bâton. Vous savez, le bâton, le bambou fendu que l'on utilise dans différentes disciplines, qui à l'origine est là pour tester le courage de l'animal, notamment à travers des attitudes comme menaçantes, menaces, barrage de la part de l'homme d'attaque, et qui peut être utilisé aussi des fois pour repousser en opposition. Oh non, je ne sais pas si ça se voit bien. En opposition. L'animal pour donc tester son courage. Et donc j'avais une question. Salut Fabrice. Le fait de bosser avec l'homme d'attaque muni du bâton sur la valise, donc la garde d'objet, ne crée-t-elle pas de confusion après sur la fuyante et la face? Est-il risqué de travailler avec le bâton sur l'apprentissage de la valise sur un jeune chiot afin d'éviter d'éventuelles interrogations? Ma réflexion, si c'est volontaire, égale, c'est que tout exercice au bâton se termine par le retour du pied, donc ça peut expliquer l'intégration de celui-ci à la valise. Sinon, je ne comprends pas. Bravo pour ce que tu apportes, plaisir de te lire. Merci. Alors, en effet, si nous sommes sur la discipline ring français, lorsque l'on utilise le bâton en compétition, c'est sur l'attaque de face, l'attaque de fuyant, qui nécessite un rappel au pied. Alors, ce n'est pas... en fait, c'est comment comprend le chien. Ce n'est pas parce que... Donc là, je réponds plutôt à la première question, qui était la confusion. Si l'homme d'attaque, pour motiver le chien, en fait, pour motiver le chien, des fois, on utilise le bâton, le bruit du bâton qui excite le chien, qui éveille le chien, parce que depuis petit, il a été habitué à ce bruit lorsqu'on faisait du débourrage au chiffon, etc. Le chien était toujours... c'est un peu un réflexe pavlovien, hein, c'est un conditionnement tout simplement. Hein. L'animal, à chaque fois qu'il s'amuse avec son chiffon et son jeu, il entend ce fameux tchic, 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 ce bruit du bâton, quoi. Donc en fait, souvent, lorsque l'on souhaite motiver l'animal ou lorsque l'homme d'attaque souhaite avoir le focus sur lui du chien, en fait, on utilise ce petit bruit de bâton de manière à capter l'attention du chien. Alors, non, il n'y a pas de confusion entre la valise, la garde d'objet et les attaques, parce qu'en fait, les deux exercices sont totalement séparés et dans l'esprit du chien, ce n'est pas le chien, si vous voulez, il ne se conditionne pas bah j'entends le bruit du bâton donc je reviens au pied. Vous voyez, donc non, il n'y a pas de risque de confusion entre le bâton. Il n'y a pas de risque de confusion si on introduit le bâton sur une garde d'objet, sur le fait que le chien va chercher à revenir au pied. Tout simplement parce que le chien, justement, la garde d'objet, on l'a habitué à rester sur son objet. Donc, le bruit du bâton n'est là que pour attirer son attention. Même si on l'utilise des fois en prise,
on met des petits coups de bâton sur le chien pour le régaler en fait, parce que ça crée un petit peu le fight et que ça lui fait du bien, et puis ça le défoule. Mais le chien ne fait pas de confusion par rapport à ça, tout simplement parce que il est en train de comprendre l'exercice par rapport à une situation qui est celle de garder l'objet ou, lorsque vous faites une phase confiante, de partir à l'attaque. Et en fait, il ne l'associe pas forcément avec le bâton. Il y a des fois des confusions qui peuvent arriver avec le bâton, mais c'est lorsque l'on est sur le même style d'exercice. Vous voyez, la garde d'objet, c'est un style totalement différent. Je m'explique. Vous pourriez avoir... Excusez-moi, je regarde juste en même temps au niveau du portail, j'entends des bruits. Non, c'est bon, on ne va pas te déranger. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est lorsque vous êtes sur des exercices similaires. Donc, il pourrait y avoir des confusions, et il y en a, je suis le premier à vous le confirmer par expérience. Par exemple, une attaque garde au ferme, une attaque de face, et si vous êtes sur différentes disciplines, ring, monduring, parce qu'il y en a une, il y a un revolver, l'autre, il y a un bâton. Quand c'est le revolver, il y en a une, il faut rester en garde au ferme, c'est-à-dire en vigilance sur l'attaque. L'autre, il faut revenir au pied. Donc là, oui, il pourrait y avoir des confusions parce qu'on part sur le principe d'une attaque. Mais là, c'est une garde d'objet. Donc le chien est en point fixe. Et en plus, on fait appel à sa notion de territoire, de périmètre. On ne fait plus... Il n'y a pas d'action à aller très loin sur l'individu. Donc en fait, non, il n'y a pas de risque par rapport à ça. Donc, est-il risqué de travailler avec le bâton sur l'apprentissage de la valise un jeune chiot pour éviter d'éventuelles interrogations? Non, il n'y a pas de risque, si ce n'est que vous avez un manche comme homme d'attaque et que malheureusement il s'y prenne mal. C'est-à-dire un mauvais coup, mais ça, c'est pas partout. Non, il n'y a pas de risque particulier. D'ailleurs, moi, je vous invite, si vous avez l'occasion de revoir, j'ai une vidéo sur nos différents supports, hein, YouTube, TikTok, machin, là. On a une vidéo sur le débourrage de chiots. Vous pouvez voir exactement qu'un chiot de 7-8 semaines, le bâton ne le perturbe pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il associe... Le chien apprend par expérience, par association. Donc si depuis le début, et si au cours de son apprentissage, le bâton ne lui fait jamais mal, peu importe le bruit, peu importe le mouvement que l'on a, mais qu'à chaque fois le bâton qui arrive, même vite, même qui a l'air d'arriver très fort, mais qu'à la fin, ça le caresse, qu'associe le chien? Il associe que quelque chose arrive sur lui, mais c'est doux, ça arrive sur lui, mais ça lui fait du bien. Donc en fait, le chien, lui, au contraire, le bâton, s'il n'y a pas eu de mauvaise expérience avec le bâton, il ne peut pas avoir peur de ce bâton. C'est bien souvent parce qu'il y a eu une mauvaise expérience, soit avec ce dit bâton, soit dans sa vie de tous les jours, parce qu'à la maison, je sais pas, il s'est pris un coup de balai, parce que allez, dégage, tu me fais chier, il s'est pris un coup de balai, ou un truc comme ça, parce qu'on était en train de nettoyer, ou je ne sais quoi. Et puis le chien, il a marqué là-dessus, il a donc une mauvaise expérience, mais si vous faites bien attention que votre animal n'ait aucune mauvaise expérience, il ne peut pas associer que le bâton qui arrive sur lui fasse mal. Puisque si à chaque fois qu'il y a un bâton qui lui arrive, ça le caresse, la sensation est douce et le chien associe ça. La vue de quelque chose ou le bruit du tchac 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 avec quelque chose qui le caresse, tout simplement. Et alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. J'essaie de voir un petit peu le fil. Je vois que vous êtes connecté un petit peu. Sino Dog Pro, bonjour. Bah, bonjour aussi également. Merci d'être parmi nous. Bonjour Karine. Alors, je vous propose de continuer sur le deuxième exercice par rapport au dressage, par rapport à la compétition. Il concerne donc ce fameux saut en longueur. Je l'avais dit en introduction, le saut en longueur, ou dit fossé, parce que à l'origine, c'était donc un trou. D'ailleurs, en Belgique, ils l'ont conservé. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Et ils ont conservé. Nous, on l'a retiré. Alors, moi, j'ai connu au tout début que j'ai démarré ce fameux fossé. Et puis, ça a été retiré pour être transformé par un agrès avec des barres
pour le ring. En mondiaux, ça peut être des rubans. Voilà. C'est plus pratique parce que c'est lorsque vous organisez une manifestation et puis vous devez faire amener la pelleteuse pour creuser. Pas facile de trouver un stade. Hein. C'est vrai que là, comme ça, c'est beaucoup plus simple pour organiser un événement ou même pour s'entraîner un petit peu à droite, à gauche, même si le saut en lui-même n'est pas facile à bouger, mais néanmoins, on n'a pas besoin de creuser un trou. Bref, un saut qui... excusez-moi, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, le saut en longueur, c'est un saut aller, il n'y a pas aller au retour. Et la dimension maximale demandée en échelon 3, donc le plus haut échelon en mondiaux, est de 4 mètres et en ring français de 4,50 mètres. Voilà. Et donc le but de l'exercice, c'est que l'animal puisse faire son saut sans toucher. D'accord? Et donc, je vous lis... Donc il y avait Fabrice, un collègue Fabrice de la Réunion, qui m'avait marqué « Bonsoir Fabrice, ça va? Je voudrais avoir quelques conseils concernant le saut en longueur. C'est-à-dire mon chien saute 3 mètres sans problème, du coup j'ai augmenté de 50 cm. Et là, il a du mal à enrouler le saut, ce qui provoque des touchés au niveau de la clé. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, ce genre de problème? Si oui, comment tu as procédé pour résoudre le problème? Alors, je vais redire la même chose. En fait, j'avais répondu un peu à Fabrice en privé, mais je vais vous redire la même chose. Déjà, si vous avez une question à m'adresser, ne me balancez pas une question comme ça où j'ai pas de visuel. C'est-à-dire que il y a surtout pour le saut, mais dans plein de situations, il y a beaucoup de paramètres, les amis. Il y a beaucoup de paramètres pour analyser une situation. Donc, m'écrire, il touche quand j'agrandis le saut, est-ce que tu as déjà eu le problème? Bah oui, on l'a tous rencontré, mais c'est les circonstances. C'est les circonstances qui... comment dire? C'est les circonstances et ce sont tous les paramètres autour qui me permettent de déterminer des pistes potentielles de progression. Donc, déjà, il faut voir comment le chien analyse, c'est pas comment il analyse le saut, mais déjà, je voudrais dire que le saut en longueur, du coup, puisque ce n'est plus un fossé qui était naturel, le saut en longueur est déjà moins naturel en fait, cet agrès en tant que tel est moins naturel pour le chien. Donc il faut être bien pédagogique sur l'apprentissage en tant que tel du saut et bien lui faire comprendre ce que l'on attend du chien. Et les points les plus importants en fait, c'est pas ce qui est au milieu, c'est le point de départ, l'appel et la fin du saut. Vous savez, c'est une planche. Donc la fin du saut. Nous, on connaît le règlement, on mesure une certaine hauteur et on voit le saut vu d'en haut. Mettez-vous à la place du chien. Comme ça. Le chien est beaucoup plus bas. Donc lui, il voit un saut pas très facile. Avant toute chose, quand vous avez commencé votre saut, ce qui est important, le plus important, c'est l'appel du chien. L'appel. Vous voyez en athlétisme, alors moi je ne suis pas un grand spécialiste de l'athlétisme, je regarde ça vite fait bien fait quand il y a les Jeux Olympiques. L'année prochaine c'est en France, c'est super, 2024, Paris 2024. Vous avez vu les mecs qui font des sauts en longueur, les mecs, les filles bien entendu. Lorsque vous faites le saut en longueur, vous avez la planche d'appel. Et les gars, ils comptent leur foulée pour être vraiment pile poil sur la planche d'appel. Alors, il n'y a pas de planche d'appel pour le chien, mais vous voyez le principe. Imaginons que vous avez le saut à sauter. Alors, parce que j'ai deux écrans en fait. J'arrive pas à montrer. Vous avez le saut à sauter. Si le chien, à chaque fois qu'il saute, il démarre 1 mètre avant, bah forcément, il tombe dedans. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est que lorsqu'il démarre son appel, lorsqu'il prend son appel, qu'il soit toujours au plus proche de l'appel, sans le toucher, sinon vous perdez des points ou vous ratez l'essai. Donc il faut que l'animal soit au plus près de l'appel. Ça s'apprend. Ça s'apprend avec un tout petit saut au début pour calculer la foulée du chien la plus optimum. Et lorsque vous avez repéré qu'il y a une foulée naturelle du chien optimum, c'est-à-dire moi je compte mes pas, et puis pour vous donner des indications, hot dog c'était 10 pas, voilà, je faisais 10 pas, je savais que c'était la foulée parfaite pour mon chien, pour qu'à chaque fois qu'il prenne son appel, il
qu'il soit au plus proche du seau pour lui permettre d'aller le plus loin possible. Parce que s'il saute 1 mètre avant, c'est sûr que ça va devenir très compliqué quand on allonge. C'était le problème de Fabrice. Vous vous rappelez, il disait « Ah ben j'y arrive pas quand j'allonge ». Donc déjà, première chose que je dirais à Fabrice, et que je lui ai dit en fait déjà, c'était de savoir est-ce que tu es bien sûr que ton appel est propre. Ça, c'est le premier point. Une fois que vous voyez qu'à chaque fois que vous le mettez à cette distance-là, l'appel est propre, à ce moment-là seulement, on commence à augmenter. Donc d'abord, l'appel. Ensuite, un petit truc, quand vous voulez allonger, pour pas que le chien rase de trop, si vous voulez qu'il ait le fait qu'il décolle un petit peu plus, pour que vous ayez une courbe, alors pas forcément une courbe de Gauss, hein, mais voyez, vous ayez plutôt un truc qui part un petit peu comme ça. Vraiment une montée linéaire. Vous pouvez mettre une petite barre surélevée pour l'aider à enrouler le seau. Il y a d'autres choses également. C'est par exemple éviter avec vos récompenses de les jeter ou de faire des mouvements avant. Et oui, parce que le chien déjà, vous allez créer un repère. Si l'animal a pris l'habitude que vous faisiez un mouvement, quand vous allez vouloir l'enlever, eh ben, il va plus sauter parce qu'en fait, ce qui le déclenchait à sauter, c'était votre mouvement. Mais votre mouvement peut aussi parasiter sa concentration sur le fait de sauter. Donc, il y a tout un environnement à bien analyser. Mais dans le cadre de Fabrice, c'était vraiment ce point-là, c'était l'appel. L'appel était vraiment très important. Et surtout, lorsque le chien touche, soyez vigilant à ne pas le pénaliser, à ne pas trop le corriger, parce que n'oubliez pas que le saut en longueur, c'est de la motivation. La motivation, on ne l'a pas trop quand on se fait tout le temps reprendre par son maître. D'accord ? Donc, soyez bien vigilant à ce que le chien, il ait, comment dire, à ce que pour le chien, il y ait suffisamment de motivation. Et ça va me faire rebondir sur la question de Anne, parce qu'elle m'avait vu sur l'une de mes vidéos d'un changement de terrain, où justement, mon propre chien me voit faire un saut en longueur, et mon chien rate le saut en longueur, et elle me marque, donc bravo l'équipe, si Ragnar avait loupé ses 3 sauts à si Ragnar avait loupé ses 3 sauts à la longueur, tu fais quoi? Alors déjà, j'avais répondu qu'elle n'avait pas bien vu, parce qu'en fait, j'avais fait effectivement 3 sauts, mais j'ai pas arrêté au 3e parce qu'il l'avait réussi. En fait, il l'avait pas réussi, il avait légèrement touché. Alors ça se voyait peut-être pas à l'écran, mais moi j'ai bien entendu que la papate, elle a touché. Et j'avais arrêté tout simplement parce que c'est pareil. Un chien, j'étais en changement de terrain. C'est un exercice purement visuel, premièrement. Donc déjà, ça fait partie des exercices que je travaille en changement de terrain. Bonjour Samba la Mainoise. C'est comme un décollage d'avion, tout à fait. Tout à fait, décollage d'avion. C'est ce qui va m'arriver demain, moi qui n'aime pas l'avion. Donc j'étais en changement de terrain. Le saut en longueur, en changement de terrain, il faut faire très très attention à ce que ce soit positif pour le chien. Parce que s'il marque, ça va être très compliqué les prochaines fois. Et vous le savez bien, les concours, ça se passe rarement chez vous, dans votre club, c'est quand même souvent à l'extérieur. Il faut que le chien soit à l'aise. Il faut donc qu'il voie un maximum de situations parce que c'est un exercice visuel. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, jamais lorsque je suis en changement de terrain, ça doit mal se passer. Donc ce que l'on avait déjà vu, donc ce que l'on voyait sur la vidéo, c'était que je m'étais mis en place avec mon chien, je le faisais sauter en longueur, et en fait, il a marché dans le saut, et puis il est parti. Enfin, il est parti, pardon, et puis il a sauté, et puis voilà. Et en fait, il y avait quelqu'un qui avait bougé autour pour filmer le chien, etc. Et je me suis dit, mince, c'est peut-être ça le problème. Peut-être que ça a déconcentré mon chien, donc, parce que Ragnar, c'est un de ses premiers changements. Donc mais je l'avais récompensé. J'ai quand même récompensé mon chien. Mon chien a raté, c'est pas grave, je le récompense, je m'en fous. Je veux surtout pas casser la motivation. Et du coup, j'avais fait un deuxième saut. Je ne change rien puisque je pensais que c'était la personne qui avait passé. Au moment où je m'étais préparé, quelqu'un traverse devant le saut. Alors je me suis dit, mince, c'est peut-être ça. Donc là, personne ne bougeait autour. Je me remets en place, le chien refait la même. Bon, donc ce n'était pas ça. Et
il était allé dans le seau. Donc là, c'était une question d'appel, de foulée. J'ai donc légèrement modifié un paramètre. Alors là, j'avais légèrement rehaussé une barre juste pour faire une accroche visuelle sur le point de départ parce que je pense que à la base, j'avais toujours le même nombre de foulées d'appels, c'était bon. Et là, pouf, il était passé. Là j'ai eu un très bel appel et il a légèrement touché la longueur. Et j'ai décidé d'arrêter, c'était mon 3e essai. J'ai encore récompensé, bien sûr. Et j'ai arrêté. Et la question de Anne était si jamais c'était... elle pensait qu'il avait réussi, mais vous voyez, il avait raté. Donc la question c'est oui, raté, touché. En concours, j'aurais eu 0, mais je m'en fiche. 1, je ne suis pas en concours. 2, je m'en tape des concours en fait. Je ne travaille pas mon chien pour le concours et son résultat. Le concours n'est là que pour valider des acquis. Et justement, je suis à l'entraînement, donc je ne vais pas aller ruiner mes chances en concours, par exemple, parce que je fais des mauvais entraînements, mais je dois faire comme en concours ou qu'est-ce qui... Non, mon chien, je veux que lorsqu'il va quelque part, surtout devant les sauts, il ait envie de sauter. Ça, c'est le point le plus important. Et puis, c'est comme nous. Des fois, il y a des jours où on est en forme pour aller au travail, des fois, on est moins en forme. Le principal, c'est d'y aller. Je dirais, on ne fait pas de grasse mat alors qu'il faut aller au boulot. On y va au boulot. Mais des fois, on a la patate, des fois, on n'a pas la patate. C'est pareil pour le chien. C'est pareil pour le chien. Des fois, il est performant, des fois, il est moins performant. C'est un être vivant. C'est un être vivant et le principal, c'est qu'il avait envie, c'est qu'il ne refuse pas le saut, c'est qu'il y aille. Et bien souvent, mes chiens, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de chiens, ils aiment pas mal faire, vous savez. Un chien, il cherche à bien faire. Donc, vous savez, moi, quand mes chiens ils touchent, d'eux-mêmes, ils se corrigent. Et puis quand je vois que bon, il y va, mais il y a quelque chose qui le perturbe, je vais pas insister, je vais pas aller créer un problème, alors que bon, il a légèrement effleuré un saut, c'est pas grave, c'est pas grave. J'aime mieux rester sur une note positive, surtout que le saut s'inscrit dans un programme de travail. Donc si vous cassez toute la concentration, que vous épuisez le chien sur un exercice, déjà, c'est très difficile de continuer le reste du programme. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'animal, après, voilà, il a dit, oh là, bah, la dernière fois, c'était pas terrible sans longueur, j'ai plus trop envie de sauter. Puis vous voyez, il y va de plus en plus loin, voire même, il recule après. Donc surtout, quand vous avez un petit problème ou quelque chose, et surtout sur des sauts comme ça de motivation, enfin sur des exercices de motivation pure et de performance comme le saut en longueur, surtout, que tout se passe bien, que tout soit positif, et que l'animal, il n'ait qu'une envie, c'est d'y aller. Après, ce n'est qu'un petit réglage technique. Eh bien, il y aura le temps. Hein, la vie, elle est longue. On ne va pas régler tous les problèmes de la Terre le même jour. C'était ça que je voulais en venir sur le saut en longueur. Après avoir expliqué que le plus important, c'est l'appel. Et bien sûr, l'envie de le faire, forcément. Mais l'appel, et surtout que tout se passe bien. Que tout se passe bien. Vous savez, le chien... contrairement à tous les gros méchants qui nous attaquent en disant hein, vous maltraitez les animaux parce que vous les faites travailler, oui, nos animaux travaillent, mais oui, on les aime. Et vous savez, la performance, l'envie, c'est pas avec le bâton, enfin le bâton. C'est plus la carotte, c'est ça, un bâton carotte. J'étais parti là-dessus, mais je n'avais pas fait la relation avec le bâton de ring. Mais non, c'est pas parce qu'on maltraite les animaux qu'ils font un saut en longueur. Ok ? Donc, c'est parce qu'on leur crée de la motivation et de l'envie. Voilà, les amis. voilà. Je vous propose encore 5 petites minutes. Moi, j'ai fait un peu les différentes rubriques que j'avais prévues pour vous. Je suis encore un petit peu à votre dispo pendant 5 minutes. Parce qu'après, il va falloir que je continue à préparer mes packages. Donc, si vous avez quelques petites questions, je les prends en direct. Sinon, vous savez quoi, on se retrouvera à mon retour. à moins que j'arrive à faire soit un live depuis les États-Unis. Bon, alors, ça, niveau connexion, ce sera mieux que la Normandie. Parce qu'en Normandie, je galère un peu. Mais j'essaierai d'avoir des petites images et puis de vous
vous les faire passer d'une manière ou d'une autre, soit en vidéo, soit en photo. Je vais voir. Bon. On s'est vu chez Shan. Eh ouais, Shan. Shan, un super copain, un très très bon dresseur pour qui j'ai beaucoup d'estime, en ring, en monduring. Passez-lui le bonjour à Shan. Alors, tic, 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 tic. Bon les amis, vous avez même pas de questions? Ah, attention, je vais bientôt raccrocher. Bon. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Merci de nous avoir écoutés et suivis. On reste toujours en lien, en connexion. Si pour le prochain live, vous souhaitez que je traite ou que j'aborde des sujets, soit plus de thèmes, on va dire un thème général, soit parce que vous avez une question bien spécifique, c'est-à-dire que vous avez un cas bien précis, surtout s'il vous plaît, donnez-moi un maximum de paramètres, d'accord? Donnez-moi le contexte, ce sera plus facile pour vous apporter une réponse parce que ah, j'ai un problème au saut, qu'est-ce que tu fais? Bah, je peux pas répondre, vous voyez bien. Vous voyez bien, il y a tellement de cas particuliers, tellement de situations, tellement de contextes. Donc le contexte, pour moi, est assez important. Donc voilà, je vais arrêter là le live et l'intégralité sera disponible sur notre plateforme, sur notre chaîne YouTube sous forme de podcast. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt.